Il est 8h52, les grands débats ce matin avec Thierry Garrier et avec surtout Éric Revel dans quelques instants après 9h, et Philippe Bilger est avec nous ce matin. Oui, et puis vous au 0826 300 300. Bonjour Philippe Bilger. Bonjour Philippe. Bonjour Patrick, bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors Philippe, je m'adresse évidemment à l'éditorialiste que vous êtes sur Sud Radio, mais aussi aux spécialistes et à l'ancien magistrat spécialiste de la justice. C'est vrai qu'il y a une incompréhension. Pourquoi la justice n'a pas saisi les vidéos du Stade de France? On dit qu'au bout de 7 jours, elles s'auto-détruisent ou elles sont détruites, et là qu'il n'y a pas eu de réquisitoire pour prendre ces vidéos. Quel est votre regard sur cette affaire ? À supposer, Patrick, Roger, que j'ai toutes les données sur cette affaire, apparemment c'est un scandale. Je veux dire, ce désastre de la soirée du Stade de France a engendré, à mon avis, des désastres aussi bien politiques que judiciaires. Mais je ne pensais pas qu'on aboutirait à ce scandale que vous venez de rappeler rapidement. À mon avis, à partir du moment où nous savons que les vidéos se détruisent automatiquement au bout d'une semaine, même si la justice n'a été saisie initialement que des problèmes de billetterie, la moindre des choses aurait été, par prudence et par conservation, de faire une réquisition de précaution. C'est encore plus vrai si la justice a été saisie durant la semaine où les vidéos sont conservées des faits de violence, de vol et d'agression qui sont déroulés au Stade de France. Dans tous les cas, c'est de l'incurie ou de l'incompétence, et j'ajoute, Patrick, que cette affaire est évidemment éminemment signalée sur le plan judiciaire, comme le ministère de l'Intérieur la suivait de très près. La chancellerie du ministère de la Justice était évidemment informée de tous les développements de celle-ci. Alors on peut se demander à quoi sert le contrôle du ministère de la Justice si personne n'a rappelé au procureur cette évidence qu'il fallait faire des réquisitions pour avoir les vidéos. L'absence de ces vidéos va créer un terrible préjudice pour l'administration de la preuve et de la vérité. On abuse du terme scandale, peut-être moi le premier, mais là, c'en est un véritablement. Oui, ça fait réagir au 0826 300 300 avec nous ce matin. C'est Frédéric qui est avec nous. Bonjour Frédéric. De Paris. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Bilger. Oui, bonjour. Effectivement, je rebondis sur ce que vient de dire Monsieur Bilger. Dans un système de vidéoprotection, pour qu'il soit opérationnel, qu'il devienne opérationnel, il nécessite un arrêté préfectoral, pour ce qui concerne la région parisienne, un arrêté de la préfecture de police. Et cet arrêté définit les conditions de mise en place du système de vidéoprotection, ainsi que les conditions réglementaires vis-à-vis du RGPD, de l'affichage pour informer les gens qu'il y a un système de vidéoprotection, etc. Mais surtout, il indique le temps de conservation. Ça peut être 7 jours, ça peut être 15, c'est en général un mois, ça peut aller jusqu'à 6 mois, avec... Bien sûr, c'est de l'informatique. Les chargeurs, ce qu'on appelle les chargeurs, vont automatiquement passer à zéro lorsque le délai de 7 jours des vidéos concernées arrive à expiration. Tac, ça s'efface et on passe sur une nouvelle vidéo, celle qui est en cours. Cela étant dit, donc effectivement, si l'arrêté préfectoral pour la vidéo périmétrique, c'est-à-dire celle du Stade de France, du périmètre du Stade de France, qui nécessite donc une autorisation préfectorale, et celle de l'extérieur sur la voie publique, qui nécessite une autre autorisation préfectorale, puisque les conditions ne sont pas les mêmes, quel que soit le délai d'effacement. En fait, le responsable sécurité, c'est comme ça que ça se passe d'une manière générale, et d'ailleurs systématique, le responsable sécurité, dès lors qu'il a connaissance d'un incident, là, à tout le moins, il avait connaissance d'un incident quand même, mais de côté, c'est son rôle, il a un registre, ce qu'on appelle un registre de vidéoprotection. Il va aller sur le système, mettre de côté pour une éventuelle, il va présupposer qu'il y aura des réquisitions, il va mettre de côté les vidéos intéressantes, il va enregistrer sur ce registre le fait qu'il a mis de côté par exemple telle caméra de telle heure à telle heure, telle autre caméra de telle heure à telle heure, donc il va créer un certain nombre de fichiers vidéo.
Et ensuite, il va attendre les réquisitions. Et si la réquisition ne vient pas, on attend quelques temps, puis après on passe à autre chose. Mais on est toujours, les directeurs de sécurité de ce genre de site sont toujours des gens extrêmement, c'est des grands professionnels, avec beaucoup d'expérience. Ils sont toujours très prudents. Ils savent qu'à un moment ou à un autre, on va leur demander des vidéos, bien évidemment. Évidemment. C'est ça qui est assez étonnant. Merci Frédéric pour votre témoignage, Philippe Bilger. Et on y reviendra dans une vingtaine de minutes. On aura d'ailleurs un spécialiste de la sécurité privée, qui nous dira, parce que lui-même il a été surpris, il ne comprend pas ce qui se passe. Michael Lejarre qui sera avec nous juste après aussi les grands débats autour, et Frédéric Dabi et Eric Revel autour évidemment bien sûr des élections législatives. Restez avec nous, il est 8h58. 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et nous sommes ensemble jusqu'à 10h, 9h06 tout de suite, Eric Revel. Monsieur Revel, bonjour, bienvenue. Messieurs, dames, chers auditeurs, bonjour. Oui, Éric Revel, fin de campagne, une campagne pour les législatives où il y aura beaucoup d'absents, et notamment les membres du gouvernement d'Elisabeth Borne. Pourquoi d'après vous, alors, justement? Bon, écoutez, on va commencer par le constat. Le gouvernement d'Elisabeth Borne aura fait peu campagne, aura été aux abonnés absents. Il a laissé le président, ce gouvernement de la République, le soin d'accélérer à la fin, vous l'avez vu, on en a parlé hier, et en même temps de faire de Jean-Luc Mélenchon le seul opposant, contre lequel, d'ailleurs, vous l'avez noté aussi, la soldatesque présidentielle a fait donner la grosse berta. C'était feu sur Jean-Luc Mélenchon. Alors là, ça, c'est pour en ce moment, parce que entre les deux tours, vous vous souvenez sans doute que Emmanuel Macron flattait, au contraire, le leader de la France insoumise. Il lui trouvait plein de vertus. Il le trouvait très écologique. D'ailleurs, il avait repris le terme de planification écologique. Voilà. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il restait le même. Mais là, on flingue Jean-Luc Mélenchon, alors que après le premier tour de la présidentielle, Macron en avait besoin pour se faire réélire et il a caressé dans le sens du poil. Alors, ce gouvernement d'Elisabeth Borne, qui m'a semblé incapable de faire campagne, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, c'est un gouvernement de conseillers techniques. Alors, bardé de diplômes, bien sûr, mais des conseillers techniques qui ne représentent pas la France. Je regardais un petit peu dans le détail, ce gouvernement, en fait, il est presque exclusivement issu de l'Île-de-France. C'est curieux. Vous avez rarement eu un gouvernement qui a aussi peu représenté la France et ses territoires. Donc, des gens bardés de diplômes, sans doute brillants, des énarques, des polytechniciens, mais par définition, qui sont hors sol, ou en tout cas qui n'ont que le sol de l'Île-de-France sous les pieds. Oui, c'est ça. Alors, il faut parfois des techniciens aussi dans un gouvernement, bien sûr, parce qu'il y a des questions assez techniques, mais c'est vrai que c'est assez frappant quand même, quoi. Bah oui, le manque de région. Bah oui, je vais vous donner un peu le détail. Est-ce que vous avez vu dans ce gouvernement un représentant, par exemple, de l'Aquitaine? Non. De l'Alsace? Non. Du centre? Non. Tiens, même du sud de la France, où pourtant, Renaud Muselier à Marseille, Christian Estrosi, Hubert Falco à Toulon, ils ont tous fait campagne pour... Castaner, alors Castaner, il a été ministre. Oui, mais là, il ne l'est pas aujourd'hui. Mais ces grands barons du Sud, il n'y en a pas un qui représente le Sud dans ce gouvernement. Rien, nada. Le gouvernement d'Elisabeth Borne est un gouvernement de conseillers techniques, d'experts, de technocrates, donc brillants, mais, et c'est un point fondamental, qui à mon sens ne connaît pas la France, sans doute comme d'ailleurs Emmanuel Macron, qui connaît la géographie du pays, mais qui ne connaît pas la France. Alors c'est un énorme danger politique, il ne faut pas se le cacher, pour le parti présidentiel, face à la NUP, ou même au Rassemblement national, qui représentent, eux, en tout cas, on le voit dans leur électorat, le peuple. Et quels sont les objectifs, alors, poursuivis avec cette équipe de techniciens, d'experts? Moi, ça me semble assez clair. Des techniciens gouvernementaux, en fait, pour projeter la France dans la mondialisation, l'Europe fédérale, des techniciens gouvernementaux pour lisser l'État-nation. Les ministres, il y a encore quelques années, sans vouloir parler du passé, ils incarnaient, encore une fois, la France des territoires. Ils avaient donc chevillé au corps cette France et son histoire. Aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que la technique et l'expertise ont remplacé dans les ministères une certaine humanité qu'incarnaient les ministres dont je vous parlais du temps passé, cette humanité qui faisait et qui donnait ses lettres de noblesse à la politique. Merci Éric Revel. Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant dans cette composition du gouvernement. Là, vous avez souligné quelque chose d'important. Thierry Guerrier, ce n'est pas représentatif de la France et de ses territoires. Il y a 9 que ce qu'on a oublié. Non, mais au-delà de la question des territoires, vous vous souvenez qu'on avait déjà des régions dans l'édito politique à 7h30, il y a quelques semaines, on avait pointé du doigt le fait que Emmanuel Macron, finalement, est dans un
processus d'accélération de la mutation des institutions françaises depuis le quinquennat, et où au fond, après Nicolas Sarkozy, qui a été à l'initiative de ce mouvement, eh bien, la fusion entre les deux postes que sont le président de la République et le Premier ministre, dans l'action en tout cas, elle est digérée aujourd'hui par le président de la République, qui finalement peut-être ira vers une réforme. On dit qu'il veut présidentialiser les institutions et la pratique politique. C'est un peu ce que décrit Éric Revel ce matin. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas de la même manière aussi quand on habite en Île-de-France, à Paris, dans des beaux quartiers ou moins beaux quartiers aussi. Oui, mais dès lors que la politique ne compte pas, que c'est la compétence plus que la politique. Évidemment, localement, ça change. Philippe Bilger, qu'en pensez-vous? Éric, d'un mot rapide, Patrick. Éric Revel a mis en évidence 2 points: la déconnexion du pouvoir macronien par rapport à la France des territoires, comme on l'appelle, ou de la France profonde. Mais le deuxième point m'apparaît presque plus important, c'est le fait que le président de la République a au mieux une formidable capacité d'adaptation. Il change de tactique à chaque fois que le besoin s'en fait sentir, où on peut parler au pire de cynisme, finalement, puisqu'il change de monture à chaque fois qu'il en a besoin. Oui, c'est vrai. Et pourtant, son mouvement s'appelle Ensemble, en tout cas pour cette... Voilà. C'est quand même un peu paradoxal. Mais il tombe comme c'est En Marche aussi, Patrick. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, il y a un enjeu important dans 2 jours, ce sont les législatives, le premier tour. Pour en parler, Frédéric Dabi. Oui, Frédéric Dabi, directeur général pour en parler, donc rebondir un peu sur ce que l'on disait, et en même temps de voir un peu ce que donne la dernière enquête IFOP et notre balise. Alors, quelles sont les nouvelles du jour? Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Patrick, bonjour Cécile, bonjour à tous. Excusez-moi, je suis dans un petit peu bruyant, mais je vais essayer de parler fort. Effectivement, notre balise donne un résultat très préoccupant, c'est-à-dire qu'elle annoncerait une abstention largement majoritaire dimanche prochain. 54% des électeurs n'envisagent pas de voter à un scrutin national, les élections législatives, et ce serait déjà 2 points de plus qu'en 2017, où déjà, Patrick, en 2017, il y avait eu un record d'abstention à une élection nationale. Jamais l'abstention avait été majoritaire. Là, 54%. C'est très important, et il faut le dire, j'ai des contrats qui donnent même une abstention supérieure, donc il faut n'est pas sur un mode alarmiste. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde qui s'abstient plus que la moyenne. Alors oui, c'est ça qui est intéressant. Déjà, c'est la fameuse phrase quand le glas sonne, il sonne pour tout le monde. Toutes les catégories sont touchées. Par exemple, on dit toujours les personnes âgées votent beaucoup plus que la moyenne. Là, 44% des personnes âgées de plus de 65 ans n'iraient pas voter. C'est un chiffre absolument jamais vu. Bien sûr, plus on est jeune, moins on vote. On a des diplômés qui votent plus que la moyenne. On a une gauche qui est relativement mobilisée, mais un peu moins que l'électorat d'Emmanuel Macron. Mais en tout cas, on a une mobilisation qui est faible dans tous les camps politiques, ce qui rend l'élection, il faut le dire, très incertaine, parce que n'oublions pas que les sondages avaient été déjoués au régional, la plupart, parce que la mobilisation avait été absolument inexistante. Oui, c'est vrai. Alors, d'un mot quand même, Frédéric Dabi, là vous avez dit, on mobilise à gauche, mais peut-être un peu moins que dans la Macronie. Qu'est-ce qui ressort? Oui, c'est ça. Qui est-ce qui réussit à mobiliser? Qui est-ce qui n'y arrive pas, en fait? Parce que ça, c'est important pour les résultats de dimanche soir et peut-être du second tour. Ce qui est intéressant, c'est que l'électorat présidentiel de Jean-Luc Mélenchon est l'électorat qui est le plus mobilisé. L'électorat de Marine Le Pen est moins mobilisé que la moyenne, 54% d'abstention. Et là où j'ai entendu vos chroniques précédentes, Emmanuel Macron qui fait feu de tout bois pour mobiliser sa majorité, qui nous refait le discours de Verdun-sur-le-Doubs, que les plus anciens connaissent, celui de Giscard d'Estaing, avec le bon choix en 78. Il n'y a qu'une petite majorité d'électeurs Macron 2017 qui sont sûrs d'aller voter. Voilà, l'abstention différentielle va être la première chose à regarder dimanche prochain. Question de Philippe Bilger, qui veut vous poser en fait une petite question. Frédéric Dabi, comment expliquez-vous ce paradoxe à la fois d'une abstention record qui est annoncée et en même temps le fait que ces élections législatives par rapport à d'autres représentent un véritable enjeu politique qui devrait mobiliser? Comment expliquez-vous ce paradoxe? Pour moi, ce n'est pas un paradoxe, parce que pour beaucoup de Français, ces élections ne recèlent pas un enjeu spécifique. Beaucoup nous disent à quoi ça sert d'aller voter, on a voté à l'élection.
présidentielle. C'est l'effet délétère de ce couple présidentiel-législative où les législatives ont perdu leur autonomie. La dernière élection législative autonome, ça remonte à 1997 et il y a une certaine lassitude. Non, je pense que justement, le drame de cette élection par rapport à d'autres, par rapport à celle de 97, voire par rapport à celle de 2007 ou 2012, c'est que beaucoup de Français n'ont pas vu de signification du vote. Une des rares significations qui a été comprise, c'est le récit qu'a créé Jean-Luc Mélenchon autour de la NUPES, et ce récit est susceptible de mobiliser davantage l'électorat de gauche. Ce récit, c'est l'unité de la gauche et l'objectif de contraindre Emmanuel Macron à une cohabitation. Merci Frédéric Dabi. On pose la question. Merci, oui, bien sûr. Et puis dimanche soir, soirée sur ces résultats, et on en parlera tout au long aussi du week-end, bien sûr. Avec nos estimations. Ouais, bien sûr. Avec les estimations IFOP. On pose d'ailleurs aussi une question, nous, sur les réseaux sociaux, Cécile, autour de ça. Comptez-vous voter dimanche pour ces législatives? Pour l'instant, vous dites oui, c'est un devoir à 24%. Oui, j'ai fait mon choix à 60%. Non, je vais m'abstenir à 15%. Donc, il y a plutôt, en tout cas, des auditeurs qui ont envie d'aller voter. Oui, qui ont envie d'aller voter. Mais l'inverse aussi. Alors, c'est ceux qui votent en même temps sur les réseaux. Stéphane nous dit, il n'y a plus de démocratie, pourquoi voter? Et I407 nous dit, un devoir de citoyen pour faire vivre la démocratie. Oui, allez, dans un instant, poursuit. On va revenir sur cette histoire quand même du Stade de France et des vidéos détruites, auto-détruites, quoi. Ça, c'est assez étonnant. Et puis, restez bien avec nous jusqu'à 10h. C'est une journaliste. Vous connaissez forcément son visage, sa voix. Ça fait des années qu'elle est dans les médias. Et depuis... journaliste. C'est Christine Kelly qui sera avec nous tout à l'heure. C'est elle qui a présenté l'émission avec Éric Zemmour. Et depuis ce moment-là, elle a été menacée en fait de mort. D'où le titre de son livre, Liberté sans expression. Et elle revient sur son parcours. Elle sera avec nous pour un parcours exceptionnel dans 10 minutes maintenant. Et vos appels 0826 300 300 si vous voulez bien entendu lui poser des questions. On revient dans un instant, 9h17. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h20, toujours les grands débats avec Éric Revel, Thierry Guerrier, Philippe Bilger. Vos appels 0826 300 300. On va revenir sur ces vidéos qui ont disparu. Et notre invité ce matin, Michael Lejarre, qui est cofondateur d'Agora Manager et Agora Média et directeur de publication de News Sécurité. Bonjour. 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 Bonjour Michael Lejarre, merci d'être avec nous. Vous étiez déjà il y a quelques jours, juste après ce qui s'était passé au Stade de France, où vous tentiez de nous expliquer et de convaincre, on s'en souvient, Elisabeth Lévy, du fonctionnement. Là, quand vous avez appris cette information hier, vous qui êtes en charge et qui travaillez beaucoup sur toutes ces questions de sécurité privée, quand vous avez appris que ces vidéos du Stade de France, je ne parle pas de celles de la préfecture parce qu'elles existent, elles seraient encore intactes. Quelle a été votre réaction, Michael Lejarre? D'abord une réaction de dépit. Une réaction de dépit parce que l'opérateur privé, en l'occurrence le Stade de France, c'est la loi. On rappelle que la loi, c'est pour garder les images de vidéosurveillance, c'est 30 jours. Alors après, ça se négocie pour les opérateurs privés, les centres commerciaux, les établissements recevant du public. On négocie avec le préfet pour avoir une sauvegarde des bandes 7 jours jusqu'à un maximum 30 jours. Alors pourquoi on négocie ça? C'est parce que il faut stocker ces bandes. Et forcément, les opérateurs privés souhaitent à un moment donné les enlever parce qu'il faut les stocker. Le stockage, pardon, mais c'est plus les bandes d'autrefois, quoi. Mais bon, c'est la loi. Oui. Non, mais on peut 30 jours. Voilà, c'est ça. Voilà. Et là, ça a été négocié avec le préfet depuis des années pour que les images du Stade de France, au bout de 7 jours, soient détruites automatiquement. Alors là où je suis dépité, je vais vous dire, c'est que encore une fois, certes, je ne comprends pas pourquoi un procureur de la République n'intervient pas là-dessus pour justement réquisitionner ces images-là, sachant qu'on peut réquisitionner à partir du moment où on constate des infractions sans dépôt de plainte. Faut le savoir. Néanmoins, je m'interroge aussi sur le rôle, encore une fois, je l'avais dit la dernière fois, mais on n'entend pas la Fédération française de football ni l'UEFA là-dessus. Pourquoi la Fédération française de football et l'UEFA n'ont pas déposé plainte?
C'est ça qui est quand même incroyable. Alors, moi, je veux bien que le ministère de l'Intérieur, le préfet, le procureur de la République ont une part de responsabilité, certes, mais à un moment donné, c'est quand même les organisateurs qui gagnent des millions et des millions d'euros sur une finale de Ligue des Champions n'arrivent pas à déposer plainte, et très rapidement. On a eu un certain nombre de personnes, on le sait maintenant, qui se sont introduits illégalement au sein du Stade de France. A priori, c'est 2500. Donc, on est bien dans l'enceinte avec les systèmes de clôture. Donc, on a des caméras de vidéosurveillance. Il y en a à peu près plus de 200. Là, on s'interroge pourquoi la Fédération française de football et l'UEFA n'ont pas déposé plainte là-dessus, ce qui aurait permis une saisie rapide des images par le procureur de la République. Mais encore une fois, le procureur de la République pouvait se saisir de ces images sans dépôt de plainte. Mais Michaël Lejarre, vous connaissez parfaitement en fait ces rouages. Est-ce qu'à un moment donné, quand il se passe quelque chose dans une enceinte publique comme ça, où on a ces vidéosurveillance, avant de les laisser s'autodétruire, on a le réflexe de se dire on va regarder, on va protéger les vidéos. Non, non, ça ne semble pas tomber sous le coup du bon sens. Ça. Bah si, c'est pour ça que je suis dépité. Ouais. On les tous. Il y a une surpris, d'erreurs. Oui, alors mais est-ce que c'est vraiment des erreurs, ou est-ce qu'on peut se dire que il y a quelque chose d'un peu machiavélique, hein, c'est-à-dire que évidemment il y a eu une destruction volontaire, quoi. Non, il n'y a pas de destruction volontaire. Encore une fois, mais de laisser, quoi, en fait, se détruire. Oui, alors voilà, on va sombrer dans la théorie du complot. Non, je pense que. Bah oui, mais là, forcément. Non, bien sûr. Moi, j'ai pas des informations pour dire. Voilà. Non, ce qui est clair, c'est qu'il y a une accumulation d'erreurs. Ça, c'est une certitude. Et je pense pas que l'UEFA ou la Fédération française de football soient deux mèches avec l'État si on veut accuser l'État. C'est pas l'idée. Ouais. Encore une fois, moi, je suis très attristé par la réaction de l'UEFA et de la Fédération française de football, encore une fois, qui n'ont pas déposé plainte. Et ça, c'est quand même une responsabilité des organisateurs. On ne les entend pas. Moi, je n'entends pas le président de la Fédération française de football aujourd'hui là-dessus, et je trouve que c'est bien dommageable. Mais c'est pas la ce n'est pas la fédération qui organisait en même temps, quoi. Donc oui, enfin, c'est l'UEFA qui organisait, qui a délégué à la Fédération française de football un certain nombre de choses. Mais ça se passe en France, à Paris, et donc par délégation, c'est quand même la Fédération française de football qui est tenue aussi responsable de cette situation. C'est complètement ubuesque. Donc on arrive en fait à une série de négligences qui amènent cette triste réalité. Alors voilà. Et pour autant, on a tous les éléments. Il y a tous les éléments aujourd'hui, pour le coup, au niveau des opérateurs privés, pour pouvoir justement apporter des éléments sur une enquête en dehors des problématiques de billets. Je pense que là, ces derniers temps, tout le monde s'est focalisé sur les problèmes de billets et effectivement pas les problèmes de violence à l'extérieur et aussi n'ont pas regardé et été attentionnés sur ces personnes, ces 2500 personnes qui se sont introduites dans le stade de manière malhonnête. Oui, 2500. Et question d'Éric Revel. Oui, je vais vous poser une question. Le fait que les deux enquêtes, la française et celle de l'UEFA, se soient focalisées sur les billets, on peut aussi, sans être complotiste, imaginer que c'est une sorte d'écran de fumée. C'est-à-dire que les gens qui lancent de telles enquêtes alors qu'ils savent qu'il n'y a jamais eu 40 000 Anglais devant le stade, bon, on peut légitimement se poser la question. Mais vous avez dit deux choses importantes, me semble-t-il, mais j'aimerais que vous y reveniez, si vous en êtes d'accord. C'est un, on peut réquisitionner des vidéos sans porter plainte, et deux, pourquoi la Fédération française de foot n'a pas porté plainte? C'est deux questions que je vous pose, et vous y répondez de la même manière que tout à l'heure. Bah, alors déjà par rapport à la première question, quand on constate des infractions, le procureur de la République peut intervenir. Il n'y a pas nécessairement besoin de dépôt de plainte. Sur la deuxième question, oui, je ne connais pas, je ne sais pas. Je crois qu'il faut interroger le président de la Fédération française de football pour qu'il s'explique là-dessus. Pourquoi n'a-t-il pas déposé plainte? Et l'UEFA aussi. Moi, je n'ai pas les réponses à ça. Je ne suis pas la Fédération française de football et l'UEFA. Encore une fois, il y a des erreurs qui sont effectivement communes. Je ne pense pas du tout, franchement, à un complot, l'histoire de maquiller, voilà.
Bon, je n'y crois pas. Maintenant, c'est très subjectif. Est-ce que Michaël Lejarre, vous ne pensez pas ce que disent certains, que finalement, il y aurait pu quand même y avoir une copie, une duplication, et que ces bandes, ces vidéos soient quelque part? Non, mais c'est illégal. Encore une fois, au niveau des opérateurs privés, oui, ces images-là. On ne fait pas des copies par. On ne fait pas des copies par secours, non. Non, une copie d'une copie. Oui, ça devient illégal. Ouais. Et c'est surtout d'ailleurs les mêmes qui accusent les systèmes de vidéosurveillance en disant on est fliqué entre guillemets, il faut pas trop la vidéosurveillance, etc. Ce sont les mêmes qui vont accuser en disant elles sont détruites. Pardonnez-moi, hier, quand on a entendu le représentant de la Fédération française de football, M. Prévost, devant le Sénat, il dit, c'est lui qui révèle l'information. On a envoyé un lampiste révéler une information. Il dit, les vidéos se sont autodétruites 7 jours, comme c'est légalement le cas. Et il ajoute, mais j'étais en direct et j'ai vu ce qui s'est passé, et ces vidéos sont extrêmement violentes. Voilà, vous avez la raison et le mobile pour lesquels ces vidéos ne seront pas visibles par le grand public, parce qu'elles sont extrêmement violentes et qu'on aurait pu identifier grâce à des caméras qui balayent l'intégralité du parvis du Stade de France. On aurait pu identifier les agresseurs. Oui, ce qui est quand même aberrant, c'est que vous avez le mobile. Tous autour de cette réunion, de ce débat, si on voit des vidéos extrêmement violentes, la première chose qu'on va faire tous, c'est déposer plainte. Voilà. Et je ne comprends pas, encore une fois, au risque de me répéter, le rôle de la Fédération française de football et l'UEFA, ne déposant pas plainte, en voyant ce type d'image. Donc moi, je veux bien qu'on dise, on a vu des images violentes, mais elles se sont autodétruites au bout de 7 jours. Mais qu'on dépose plainte. C'est le rôle des organisateurs. Philippe Bilger, une dernière question. Absolument, Patrick, je ne vois pas. Sur le fondement des violences, la Fédération française de football n'a pas de motif à agir. C'est les victimes elles-mêmes, les plaignants eux-mêmes qui peuvent déposer plainte. En revanche, je crois que sur le problème de la billetterie, la Fédération française aurait pu, sous votre contrôle, en effet, déposer plainte parce qu'il y a eu des fraudes. Mais elle n'a pas été, le moins qu'on puisse dire, très diligente. Ça, c'est clair. Non, c'est vrai. Pardonnez-moi, mais la Fédération française de football pouvait porter plainte par rapport à des preuves liées aux images sur des violences. Non, pourquoi Philippe, parce qu'elle n'a pas de titre à agir. Elle n'est pas directement victime des violences. Elle n'est pas quelque part un peu délégataire aussi de l'organisation avec l'UEFA sur son territoire d'un événement, alors que c'est du football, quoi. Mais sur les violences on comprend, mais de football, alors qu'on parle sur les violences, sur les violences qui auraient été constatées, elle n'aurait eu aucun titre à agir. Bon, ce n'est pas terminé ce dossier. Merci en tout cas à Michaël Lejarre pour ces explications. Je rappelle que vous êtes directeur de publication de A-News Sécurité, et c'est vrai que la sécurité, du coup, et notamment avec la vidéosurveillance, etc., on en parle de plus en plus, et on en parlera beaucoup en vue aussi des JO, de la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine, et puis de tous les événements. On le voit aussi d'ailleurs, dès qu'il y a aujourd'hui des incidents, des faits divers graves, bien souvent on a recours à la vidéo, qu'elle soit de vidéosurveillance ou d'amateurs. C'est exactement la même situation avec le contrôle mortel des policiers le week-end dernier à Paris, où on attend aussi même chose, des réponses à travers la vidéosurveillance. C'est particulièrement intéressant. Allez, dans un instant, merci à tous.